Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Tous les vendredis, il nous offre les indiscrétions du monde politique, les petits secrets des plus grands et avouons-le, on aime ça. Alors au sommaire de cette émission, l'affaire sordide Liana suscite la panique au sommet de l'État. Face à la colère populaire, le gouvernement se défausse sur les magistrats et sur les policiers. Nils a enquêté sur ce scandale. Et le futur président de la République sera peut-être empêché par l'austérité. En tout cas, merci, le Trésor agite la menace d'un déficit excessif pour 2027. Et puis enfin, on va parler des coulisses de l'événement politique de ce week-end. Le premier meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon, ce sera à Saint-Denis. Les Indiscrets, c'est parti. Bonjour Nils. Bonjour Amira, et je crois que je parle au nom de tous les abonnés pour te dire que c'est un plaisir de te revoir ici. Et pour une fois, c'est moi qui vais te poser la question rituelle. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très très bien puisque je fais mon grand retour sur l'antenne et ça m'avait manqué, vous m'avez manqué, tu m'as manqué Nils. Alors oui, ça va très très bien aujourd'hui, je suis contente de toutes et tous vous retrouver. Bon, super. Alors, on va passer à notre premier sujet qui est moins heureux, malheureusement. Ouais, malheureusement, le premier sujet, c'est un sujet dramatique à Nice, l'affaire Liana, qui suscite une grande émotion populaire et une grande fébrilité au niveau des autorités. Oui, c'est un peu la panique au sommet de l'État face aux retombées de l'affaire Liana, d'autant qu'hier soir, on a appris qu'un corps présentant des vêtements similaires à ceux que portait cette petite fille de 11 ans le jour de sa disparition a finalement été retrouvé après 6 jours de recherche sur la commune de Puy-Casquier dans le Gers, à une quinzaine de kilomètres de Florence, où elle avait été vue vivante pour la dernière fois. Alors, une autopsie doit être réalisée dans les prochaines heures. Évidemment, on va rester prudent face à cette information. Mais immédiatement, l'exécutif a réagi avec une vigueur qu'on ne lui connaissait pas dans ce type d'affaires très sensible, eu égard à l'âge de la petite victime, à la tristesse évidemment des parents et des proches, mais aussi face à la colère populaire qui saisit nos concitoyens face à une mort aussi horrible. Et notamment, j'ai interrogé un conseiller gouvernemental qui reconnaît effectivement que ça va devenir probablement une affaire nationale. L'affaire Liana devient un sujet politique national. Il va falloir réagir vite et fort pour ne pas donner l'impression qu'on est à la ramasse. Et Nils, on le rappelle quand même, il y a eu quelques ratés dans cette affaire. Oui, effectivement, il y a eu donc 6 jours de recherche intensive et une séquence assez désastreuse quand même pour l'image de la justice et de la gendarmerie, puisque ces dernières années, le suspect qui a également travaillé comme agent d'entretien dans un établissement scolaire, eh bien, il avait fait l'objet de multiples plaintes, notamment pour viol sur mineurs. Or, certaines, on l'a appris cette semaine, ont été classées sans suite, alors que la dernière en date, en août 2025, n'avait débouché sur aucune mesure concernant le suspect qui bénéficie évidemment toujours de la présomption d'innocence. Alors c'est un fiasco inacceptable bien sûr et qui contraint évidemment le gouvernement à réagir, notamment la porte-parole du gouvernement dès hier. Moi je comprends et je partage l'indignation de tous les Français, de tous vos téléspectateurs qui, j'imagine pour beaucoup, ont des enfants, qui se projettent dans ce type d'affaires-là et pour qui ce qui s'est passé, ce que l'on découvre jour après jour est absolument insupportable. Alors Nils, tu l'as dit tout à l'heure, le corps de la petite fille aurait peut-être été retrouvé. On reste très prudent. Oui, évidemment, parce qu'une autopsie doit être évidemment réalisée sur ce corps pour procéder aux vérifications. Et puis, effectivement, il faut se montrer prudent en l'absence de confirmation officielle. Mais là, le gouvernement a pris les devants sans même attendre les conclusions du parquet. Regardez donc Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui prend la parole. Donc, c'était en direct d'ailleurs hier soir. Pourquoi on n'est pas intervenu alors que ça fait de longs mois qu'on a des plaintes contre ce monsieur? C'est tout à fait inacceptable. En tant que chef d'administration, je prendrai mes responsabilités, je rendrai public le rapport et je prendrai des sanctions, je les proposerai si je devais y en avoir, évidemment en ce qui me concerne, avec le Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes tous terrifiés par ce dysfonctionnement qui, je crois, est révélateur, je l'ai dit devant la commission d'enquête parlementaire, de notre mauvaise organisation et sans doute au ministère de la Justice comme ailleurs, du fait que nous ne prenons pas au sérieux la parole de l'enfant.
Voilà, alors les mots sont forts, hein, terrifiés par ce dysfonctionnement inacceptable, responsabilité, sanction, mauvaise organisation, hein. Darmanin déploie le champ sémantique de la critique, il évoque des inquiétudes, mais aussi des défaillances et de possibles conséquences disciplinaires, effectivement, pour les gendarmes, hein, et les magistrats en charge du dossier. Alors, c'est des sanctions qui ne se limiteraient pas au pouvoir judiciaire, effectivement, je l'ai dit, parce que les parents de la petite Liana avaient eu du mal à se faire entendre par la gendarmerie. Nils, t'as contacté la gendarmerie, c'est ça? Oui, effectivement. Alors, le gradé que j'ai contacté, hein, qui est l'une de mes sources au sein de la gendarmerie, m'a indiqué que le traitement de la plainte pour viol, déposée à l'été 2025 contre le suspect donc, qui a été mis en examen après la disparition de la petite fille dans le Gers, eh bien, ce dossier, il a navigué entre Toulouse et Auch, les juridictions responsables du secteur, avant d'être oublié. Et évidemment, bah, ça va avoir des conséquences pour les responsables, comme l'a rappelé le porte-parole du ministre de la Justice ce matin, c'était sur France Info. Certains magistrats, éventuellement, ont commis des fautes, et c'est ce qu'a dit hier le ministre de façon très claire. Cette enquête administrative pourra donner lieu éventuellement à des poursuites disciplinaires. Voilà, alors évidemment, en off, une source judiciaire reconnaît des dysfonctionnements, et ça, bah, c'est une évidence, mais on s'indigne aussi du traitement politique de l'affaire. Côté gendarmerie, c'est aussi le branle-bas de combat. Selon le Parisien, un haut gradé de la direction de la gendarmerie nationale a envoyé dès ce jeudi soir un téléx à toutes les unités, leur demandant de procéder au plus vite à un état des lieux des procédures encore de viol et agression sexuelle sur mineurs. Voilà, alors ordre a été donné, hein, de faire remonter toute difficulté constatée sur ces procédures. Elles doivent faire l'objet d'un compte-rendu mentionnant le problème, mais aussi les mesures prises, hein, effectivement, pour y remédier. Alors évidemment, c'est une façon, hein, pour la gendarmerie nationale et sa direction de se préparer à rendre des comptes et à se défendre en cas de dysfonctionnement qui serait mis en lumière. Autant vous dire qu'il va y avoir du remue-ménage dans les services. Alors, si on comprend bien, il y a eu des dysfonctionnements au sein de la gendarmerie, de la justice et au niveau de l'exécutif aussi, hein. Oui, effectivement, parce que Laurent Nunez et Gérald Darmanin ont très vite annoncé l'ouverture d'une procédure administrative, hein, censée éclairer les responsabilités des uns et des autres. Or, en réalité, les magistrats et les forces de l'ordre sont confrontés à un tsunami de plaintes, car les victimes, ces dernières années, osent enfin prendre la parole, ce qui est évidemment salvateur, mais les moyens ne suivent pas, comme l'explique Ludovic Fria, président de l'Union syndicale des magistrats, l'USM, un syndicat majoritaire, que j'ai contacté. Écoutez-le. Notre justice, mais également nos services d'enquête, sont tristement sous-dimensionnés par rapport à la réalité de la délinquance, et notamment de la délinquance en matière de violences sexuelles et sexistes ou de pédopornographie, pour pouvoir traiter ces volumes. Je crois qu'il y a environ entre 10 et 12 000 plaintes par jour qui sont déposées dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats. Et là-dessus, il y en a 700 qui concernent soit des violences sexuelles ou sexistes, dont des viols, ou des violences intrafamiliales. Et la réalité, c'est que les magistrats, notamment les magistrats du parquet, doivent faire ce tri qui est parfois impossible entre l'urgent, le plus urgent et le très urgent. Et je comprends que les Français soient effarés et demandent des comptes. Alors ils vont demander des comptes forcément effectivement aux autorités judiciaires, aux autorités policières ou gendarmiques, mais ils vont également demander des comptes effectivement aux politiques. Voilà, alors il y a eu aussi une mise en scène, hein, ce vendredi, qui a lieu en ce moment même où nous enregistrons cette émission. Réunion au sommet du gouvernement entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et ses collègues de l'Intérieur, Laurent Nunez, et le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Cela étant, est-ce que l'indignation du ministre de la Justice et de ses collègues est bien placée? Lundi, on apprenait via Le Monde que le gouvernement se préparait à geler donc 400 millions destinés à la justice. C'est une somme énorme, hein, pour ce ministère qui est déjà sous-doté, même si Darmanin avait réussi à remonter les crédits ces dernières années, et encore essentiellement pour la pénitentiaire, comprenez encore plus de prisons pour enfermer les gens. Désormais, le gouvernement veut économiser au moins 6 milliards d'euros par rapport à ses prévisions à cause de la guerre, notamment au Moyen-Orient, dont 2 milliards sur la Sécu, notamment les prestations et le chômage, et 4 milliards sur le budget de l'État. Alors, il y a un autre souci, hein, les consignes qui ont été données au procureur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
C'est-à-dire qu'effectivement, les procureurs donc, dépendent hiérarchiquement du ministère de l'Intérieur, sauf qu'en France, il y a très peu de procureurs en réalité. Il y a 11 magistrats pour 1000 habitants, hein. C'est très peu effectivement par rapport à la moyenne européenne. Et c'est un problème qui a été identifié en amont très tôt. Par exemple, à Auch, donc, où malheureusement la petite Liana a été retrouvée, en avril 2025, le député du Gers, David Topiac, donc, qui est membre du groupe Lyot à l'Assemblée nationale, avait tiré la sonnette d'alarme sur le manque de moyens alloués à la justice au niveau local via une question écrite au gouvernement. Écoutez-le. Depuis plusieurs mois, la situation du tribunal judiciaire d'Auch ne cesse de se dégrader. Le tribunal souffre d'un sous-effectif. Ces carences entraînent une surcharge de travail pour les magistrats en poste, allongeant ainsi les délais de traitement des dossiers et fragilisant le bon déroulement des procédures judiciaires. Ces dysfonctionnements ont un impact direct et préoccupant, en particulier dans des affaires sensibles, telles que la protection des mineurs. De même, l'absence prolongée d'un magistrat spécialisé pour le suivi des mineurs en danger et des jeunes délinquants met en péril la prise en charge de ces situations. Bon, bah là, c'est clair, l'exécutif était au courant de ce qui se passait là-bas. Évidemment, et puis de toute façon, de manière générale, il n'y a même pas 2000 procureurs en France, alors qu'on les surcharge de tâches à accomplir, hein. C'est ce qu'a démontré le travail sur les référentiels de temps de travail entre 2021 et 2023, et c'est ce que confirment les travaux de la CEPEJ, alors c'est la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, comme le dénonce le syndicat de la magistrature, malgré la communication trompeuse de Darmanin à la tête du ministère. Et ça, évidemment, ça met très en colère les magistrats, alors en off, hein. Un magistrat m'explique: Darmanin exige que les magistrats et les forces de l'ordre se consacrent au narcotrafic et au terrorisme. Évidemment que cela a des conséquences sur le traitement des autres enquêtes. Ce n'est pas de la faute des magistrats, c'est le bal des faux culs. Voilà ce qu'il me dit effectivement. Alors on comprend que ce soit sous le sceau de l'anonymat. Le Cornu a donc reporté son déplacement en province ce vendredi, qui, ironie de l'histoire, devait être consacré à un plan de changement d'échelle pour lutter contre le narcotrafic encore. Et effectivement, les syndicats de magistrats, hein, dénoncent eux aussi un manque de moyens criant qui ne peut que conduire à ralentir le travail des écouteurs. Écoutez Ludovic Fria, donc président de l'USM. Il est beaucoup trop tôt pour parler de sanctions, hein, puisque l'enquête était pour l'instant confiée à l'inspection générale de la justice et l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Donc attendons de voir ce que vont conclure ces inspections. Moi, je pense que ce système, il est plutôt bon, il est plutôt protecteur. La difficulté, c'est pas tant le système en lui-même, c'est les moyens que l'on donne à ce système pour fonctionner correctement. Alors après, si des fautes individuelles, qu'ils soient des fautes professionnelles ou disciplinaires, étaient mises en avant par l'inspection, il faudrait que le garde des Sceaux saisisse le Conseil supérieur de la magistrature, hein, qui est compétent pour, on va dire, apprécier et juger des fautes professionnelles ou des fautes disciplinaires, avec cette petite différence que, s'agissant des magistrats du parquet, des procureurs, à la différence des magistrats du siège, le Conseil sur la magistrature n'émet qu'un avis que le garde des Sceaux est libre de suivre ou non. Et du côté des associations des victimes, Nils, elles réclament aujourd'hui un Grenelle national sur les crimes commis contre les mineurs. Oui, hein, c'est un Grenelle qui viserait à réunir l'ensemble des acteurs concernés et à construire une politique globale de protection de l'enfance victime, hein, je cite. Mais bon, du côté de la justice, les magistrats que j'ai interrogés soulignent que leur responsabilité est aussi de prendre du recul par rapport, je cite, au déferlement émotionnel dans cette affaire pour juger sereinement. C'est évidemment la base de la justice. Alors, la situation est tellement tendue pour le gouvernement que le président de la République, donc Emmanuel Macron, a pris en personne la parole ce vendredi matin, au moment où nous enregistrons. Écoutez le président de la République. Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Voilà, et puis Gérald Darmanin a annoncé via son entourage qu'il réunira tous les procureurs généraux lundi, effectivement lundi matin à 8h30 hein, à la chancellerie. C'est ce qu'indique son entourage à BFM. Alors évidemment, toutes ces mesures, elles masquent mal la fébrilité de l'exécutif dans cette affaire, puisqu'en réalité, pour le moment, on imagine mal comment plus de procureurs pourraient être embauchés pour faire face évidemment à l'avalanche d'affaires en cours et aux dossiers qui s'entassent.
Alors en attendant, les orientations budgétaires prises à Paris par ce gouvernement macroniste, elles appauvrissent les moyens humains et financiers donnés aux magistrats et aux forces de l'ordre pour faire leur travail correctement. Et les Français qui connaissent des drames sordides, comme la famille de la petite Liana, sont touchés par ricochet. Et ce n'est pas l'opération de communication du gouvernement qui peut changer ce constat. Un triste constat, Nils. Alors, on vient d'en parler, du budget de la justice qui a été très affaibli, mais finalement, c'est tout le budget de l'État 2027 qui va être compromis, et ça pourrait poser problème au futur président de la République. Et oui, est-ce que le budget va empêcher le prochain président de la République de gouverner? C'est l'alerte lancée cette semaine au sommet de l'État, et surtout depuis la citadelle de Bercy et la puissante direction générale du Trésor, selon mes informations. Et pour cause, les propositions mises sur la table par les candidats à la présidentielle visent tout de même à ouvrir le portefeuille de l'État, et ça ne plaît pas beaucoup évidemment à Bercy. J'en ai parlé notamment avec une source au ministère des Finances, et voici ce qu'elle déclare. Le prochain président de la République devra gérer l'augmentation des moyens militaires, mais aussi les moyens consacrés à l'intérieur et à la recherche. Les dépenses de santé augmentent automatiquement de 4% par an, avec le vieillissement de la population. C'est délirant pour les candidats de promettre monts et merveilles aux Français. Alors, vous n'allez pas le croire, grande surprise, mais c'est Mélenchon qui est le plus critiqué, évidemment, par les crânes du ministère de la Finance. Dis donc, je sais, c'est très curieux, parce qu'évidemment, le patron de la France Insoumise, et qui est désormais le candidat déclaré à la présidentielle, affirme que la France serait bien moins endettée que ce qu'affirment les statistiques publiques. Alors, il le répète sur tous les tons depuis plusieurs années, c'est pas une nouveauté, mais il l'a rappelé effectivement sur Brut le 3 mai. Regardez. Tiens. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ont appauvri volontairement l'État. Vous comprenez? Volontairement, en réduisant les rentrées fiscales de ceux qui étaient en état de donner. Je pense aux grandes entreprises. Toutes les inventions comme le crédit, impôt, recherche, et qui fonctionnaient malgré tout. Vous n'entendiez pas parler d'un tel nombre de faillites. Donc c'est que ça marchait. Pourquoi ça marchait? Parce que cet argent revient dans la circulation. Quand l'État a des sous, normalement, il construit des ponts. À propos, il y a au moins 40% des ponts qui sont en mauvais état. Des ponts, il fait des hôpitaux, il fait des écoles, et ça fait tourner l'économie. L'économie, c'est juste ça, c'est produire et reproduire notre existence matérielle. Par conséquent, tout ça n'a plus lieu. Et puis Mathilde Panot l'a également rappelé juste après lui, elle en a remis une couche pour faire bonne mesure. Alors, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, David Amiel, a reçu il y a une quinzaine de jours, effectivement, les responsables du budget du Parlement. Il s'agit évidemment de Philippe Juvin, le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale. Il y a évidemment Jean-François Husson qui va être reçu, ça c'est le rapporteur du budget au Sénat, et puis il y a le président de la commission des finances, l'insoumis Éric Coquerel, qu'on connaît bien dans cette émission. Et puis entre-temps, on a appris que le déficit public de la France pourrait allègrement dépasser les 6 milliards d'euros, confirmation ce matin à demi-mot de David Amiel, le ministre en charge, sur Sud Radio. Écoutez. Roland Lescure, qui est le ministre de l'économie, qui était à ce micro il y a 2 semaines, évoquait un chiffre qui allait forcément évoluer. On évoquait même le chiffre de 10 milliards. Est-ce qu'on va atteindre ces environs ? On sera à plus de 6 milliards d'euros. Alors évidemment, c'est une annonce qui suscite l'inquiétude des députés, de tous bords politiques d'ailleurs. La droite, parce qu'elle se pose en garante d'une orthodoxie budgétaire, en tout cas c'est comme ça qu'elle appelle effectivement les coupes budgétaires et puis les coupes dans les prestations sociales, la santé, l'éducation, etc. Et puis la gauche, parce qu'elle craint évidemment ces coupes massives dans des budgets sociaux, on l'a dit, de la santé ou de l'éducation. Et j'en ai parlé effectivement à Éric Coquerel pour préparer cette émission, et voici ce qu'il me déclare, il n'est pas très content. Fin juin, lors du prochain comité d'alerte des finances publiques à Bercy, on va s'envoler à au moins 10 milliards d'euros de coupes budgétaires. Le gouvernement va tenter de faire payer la note aux Français. C'est ça le scandale. Voilà, alors effectivement, Éric Coquerel me fait part de son agacement, pour ne pas dire de sa colère face à ces méthodes du gouvernement, notamment effectivement sur cette question du déficit qui va être probablement centrale en 2027. La politique du gouvernement prépare une année 2027 qui sera dans l'incapacité de baisser les déficits à 3% en 2029, qui reste leur objectif et qui est inatteignable. Ce pouvoir macroniste laisse au prochain président de la République la patate chaude d'une politique budgétaire et économique qui a totalement échoué. Alors Nice, bien sûr, on connaît les politiques, on va pas être dupes, il y a toujours un peu de théâtre dans ce qu'il raconte.
Oui, évidemment qu'il y a une part de théâtre dans ces questions de budget. Avant chaque présidentielle, c'est la même rengaine de la part de Bercy et du Trésor. Et puis, on le voit aussi dans la manière dont le gouvernement communique sur ces questions. Par exemple, cette semaine, dans Le Parisien, un député a déclaré: Sébastien Lecornu, c'est Tom Cruise dans Mission Impossible. Bon, le cornu comparé à Tom Cruise, c'est pas vraiment le même charisme, Non, pour tout être à fait. gentil. C'est pas le même costume non plus. Alors bon, avant de s'intéresser de toute façon à 2027, il faudrait s'inquiéter de ce qui se passe maintenant, puisque je le disais effectivement au début de ce sujet, on nous annonce un déficit pour 2026 qui pourrait s'envoler. Bref, en tout cas, Éric Coquerel ne disait pas autre chose cette semaine face au ministre donc David Amiel. C'était à l'Assemblée en commission effectivement des finances. Regardez la colère effectivement du président de la commission. Le gouvernement répète toutes les erreurs commises pendant les crises de la décennie passée, c'est-à-dire qu'en baissant la dépense publique pendant une crise, il l'aggrave, puisque je rappelle à mes collègues que la dépense publique, ce sont aussi des recettes, et que lors de grandes crises économiques récentes, ça a évité même ces dépenses publiques que la France ne rentre en récession, tellement le marché privé, lui, l'était de manière plus importante. Alors l'objectif du gouvernement, c'est de préparer les esprits évidemment à des coupes budgétaires massives, mais aussi peut-être de lancer un candidat à la présidentielle prêt à exiger des sacrifices aux Français. Évidemment, ce ne sont pas les plus fortunés qui seraient mis à contribution, vous vous en doutez. Alors on pense à Édouard Philippe, par exemple, qui a promis du sang et des larmes, en tout cas aux électeurs, mais aussi à un certain Jordan Bardella qui s'est dit favorable à une suppression pure et simple de l'âge légal de départ à la retraite pour garder comme seul critère la durée de cotisation. Alors c'est un sujet explosif, évidemment, les retraites, mais en tout cas l'idée du Rassemblement national et de Jordan Bardella, donc qui projette de se présenter, il est déjà candidat dans sa tête, contrairement à ce que pense Marine Le Pen. Mais en tout cas, voilà, c'est effectivement un sujet qui plaît beaucoup à Bercy, où l'on explique aux journalistes qu'il faudra rallonger la durée des carrières ou sous-indexer les retraites par rapport à l'inflation. Bref, l'enfer. Bref, en tout cas, ce budget 2027, il s'annonce déjà hautement inflammable, au point que Macron rêve d'en passer par des ordonnances pour s'éviter un débat humiliant au Parlement sur ses manquements. Le Mozart de la finance s'est mué en fossoyeur des finances publiques. En tout cas, Nils, c'est toujours la même rengaine. L'État n'a plus d'argent, on va être obligé de couper dans les budgets. Alors justement, on va parler d'un autre candidat à la présidentielle, on ne sait pas ce qu'il va faire, c'est Jean-Luc Mélenchon et son meeting, c'est ce week-end à Saint-Denis. Et oui, c'est l'événement politique du week-end. L'Insoumis en chef réunit ses soutiens dimanche dans un endroit symbolique à Saint-Denis. Alors c'est la ville du maire LFI, Bali Bagayoko, et c'est aussi la basilique, le siège de la basilique qui abrite les tombeaux des rois de France. Alors c'est quand même un choix piquant quand on sait que Jean-Luc Mélenchon dénonce régulièrement ce qu'il appelle la monarchie présidentielle à la française. Et c'est évidemment une stratégie pour fâcher les fachos. Regardez, il en parlait sur Radio Nova, c'était le 4 juin. Bon, c'est une tactique de combat. La Nouvelle-France. Évidemment, quand on a commencé, on l'a abordé par l'endroit qui allait faire surréagir. C'est-à-dire, on a annoncé qu'il fallait se rendre compte que tous les Français avaient un ancêtre sur 3, grands-parents, qui était un immigré. Alors, stupeur et horreur dans certains milieux. Et puis, tout ce qui a d'extrême droite s'est dit, ça y est, on le tient. On va pouvoir lui coller 2 mots. Un, il est pour le grand remplacement. En plus, j'ai joué du mot. J'ai dit, ah oui, le grand remplacement, bien sûr. Ça a lieu à chaque génération, parce que ces nigauds ne savent pas ça. C'est que de toute façon, tout le monde est remplacé, tant que tout le monde sera mortel. Alors la France, elle est comme elle est. Si vous l'aimez pas, tant pis, elle vous remplacera quand même. Bon. Alors, son entourage promet évidemment un discours vibrant. Voilà, écoutez notamment l'un de ses proches. Jean-Luc va faire plein de références historiques dans son discours, avec les marqueurs de l'avenir en commun, un meeting chargé d'histoire. Ce meeting, devant la basilique et la mairie de Saint-Denis, sera l'occasion de faire le lien entre la Nouvelle-France et l'histoire de France vers la 6e République. Voilà, et puis Jean-Luc Mélenchon va aussi peut-être en profiter pour battre en brèche les accusations de communautarisme que lui collent régulièrement ses détracteurs. On se souvient des critiques qui lui avaient été adressées après les propos de Sébastien Delogu à Saint-Denis lors de la campagne des municipales. Regardez, c'était en décembre dernier. Saint-Denis et Pierrefitte ont été des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés. Et vous avez aujourd'hui une opportunité en or pour que je me déplace de Marseille, c'est quand même que c'est extrêmement important pour moi. N'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Vous avez une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige ces 2 villes
et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir ici. Et je vous le dis franchement, vous êtes observés à travers tout le pays. Moi qui suis de Marseille, on vous a toujours regardé parce que c'était une terre communiste. Et maintenant, ça sera une terre communiste, mais surtout insoumise. Et je vous demande vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Bali, mon frère. Ça va intérêt de l'envoyer à la mairie, hein. Mais c'est une stratégie assumée de la France insoumise de théoriser l'islamophobie d'État et de communiquer à ce sujet. Et évidemment, l'objectif, c'est de mobiliser le vote des musulmans de France. Et Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé également sur Radio Nova cette semaine. Donc tout ça, ils ont surréagi. Et puis, ils ont dit Mélenchon est communautaire, évidemment islamo-gauchiste, parce que tout ça, c'est comme toujours, pour mettre en cause les musulmans, parce que les musulmans occupent aujourd'hui, dans la détestation organisée par les milieux réactionnaires, la place que les juifs ont occupée dans des dizaines de générations, puisque en France, il faut le rappeler, les juifs ont été expulsés 11 fois par l'Ancien Régime. C'est dire que ce pays, il a dans ses mauvais côtés ça. Il lui faut à intervalles réguliers une tête à claque. Voilà. Alors on peut discuter de savoir s'il fallait effectivement que Jean-Luc Mélenchon ajoute ce parallèle avec l'antisémitisme des années 1930. On laissera à chacun se faire son opinion. En tout cas, concernant la Nouvelle-France, ce concept qui désignait la France issue de l'immigration, la définition a été finalement étendue au renouvellement des générations. C'est un moyen, effectivement, pour la France insoumise de bloquer le procès d'intention qui lui est fait. Et pour Jean-Luc Mélenchon, qui entame sa 4e campagne présidentielle, qui sera peut-être sa dernière, eh bien, les populations qu'il appelle racisées, c'est comme ça qu'il les appelle, constituent un puissant levier de mobilisation électorale. Alors d'ailleurs, son état-major m'a expliqué, quand j'ai préparé cette émission, que la campagne d'inscription sur les listes électorales a été lancée cette semaine. Alors Nils, ce grand meeting, c'est bien évidemment l'occasion de mettre en scène le rassemblement autour de Mélenchon. Il y a qui exactement? Est-ce que ce sont les mêmes que les années précédentes? Alors, en tout cas, il y a des visages connus, on va dire, outre l'état-major du parti, Emmanuel Bompard, etc., etc. Les députés seront là, évidemment, en force, et d'autres élus aussi. Il y a les écrivains Annie Ernaux, 85 ans, mais toujours vaillante, et Éric Vuillard, 58 ans. Voilà. Libération a effectivement annoncé qu'il serait présent. Alors, Annie Ernaux, c'est pas vraiment une surprise, puisqu'elle navigue quand même depuis un moment dans la galaxie insoumise. Dans l'IB, en 2022, la prix Nobel de littérature avait notamment été séduite par le rétablissement de l'impôt sur la fortune, le partage des richesses, l'organisation du travail proposée par Jean-Luc Mélenchon. Et point important pour celles qui s'opposent par principe à l'élection présidentielle, bien évidemment, le passage à la 6e République qui est théorisé et promis par Jean-Luc Mélenchon. Et puis elle avait aussi participé en février 2023 au lancement de l'Institut La Boétie, qui est le groupe de réflexion insoumis, qui a participé évidemment à l'élaboration du programme. Alors Jean-Luc Mélenchon, il s'attache aussi à façonner sa stature présidentielle. Alors les insoumis, Jean-Luc... Alors, Jean-Luc Mélenchon, les insoumis plus généralement, se préparent énormément à cette élection présidentielle. Apparemment, il y aurait même des gouvernements qui seraient prêts au cas où il serait élu. Oui, c'est-à-dire ils font des castings en fait de gouvernement, c'est-à-dire avec des personnalités évidemment insoumises, mais aussi d'autres partis qui le testent pour voir effectivement, pour tester des combinaisons qui pourraient être éventuellement annoncées en cas de victoire, puisqu'il n'y a pas seulement l'élection présidentielle, il y a évidemment les législatives dans la foulée, et puis c'est un peu les législatives aujourd'hui qui importent, étant donné que effectivement il n'y a plus vraiment de majorité qui se détache à l'Assemblée nationale, et donc le prochain président ou la prochaine présidente de la République sera un peu les mains liées effectivement à la manière dont l'Assemblée sera répartie. Et donc effectivement les insoumis testent donc des combinaisons d'élus, de personnalités civiles, etc.,
pour arriver au gouvernement le plus efficace et le plus parfait possible. Alors, il y a aussi des hauts fonctionnaires qui sont mis à contribution. En tout cas, c'est ce qu'affirme la France Insoumise. Ce sont les fameux Phrygiens qui existent déjà depuis plusieurs années. Et récemment, c'est Clémence Guettet qui a été effectivement chargée de s'occuper de ce volet au sein de la formation de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, ce meeting, c'est aussi une démonstration de force du rouleau compresseur insoumis qui est quand même envié par les autres partis politiques. J'en parlais avec des élus de droite et de gauche, évidemment, cette semaine, et notamment au Parti socialiste, où quand même, actuellement, c'est un petit peu compliqué, pour dire les choses gentiment. Eh bien, on admire la force de frappe et l'organisation, effectivement, des insoumis. Alors, du côté de l'état-major du parti, on annonce déjà plus de 8000 militants d'Action Populaire, donc c'est le réseau social d'action de la France Insoumise qui se sont inscrits sur cette plateforme. Et donc, les proches de Mélenchon expliquent que c'est énorme, que c'est un vrai engouement, effectivement, pour cette candidature. Et ils comparent ce score de 8000 personnes inscrites au meeting à République en 2022, quand il y en avait eu 4500 effectivement inscrites sur la plateforme. Et donc, ils expliquent que ça veut dire que les militants se sont habitués, se sont appropriés cette plateforme et qu'ils multiplient par 2 donc, ce score à un mois de la campagne. Alors évidemment, ils attendent plus de monde que 8000 personnes, mais en tout cas, il y a déjà 8000 militants purs et durs, j'ai envie de dire, qui seront présents. Et puis, il y a des tracts, 6 millions de tracts et de lettres qui ont été distribués depuis le lancement de la candidature le 3 mai. Bref, en tout cas, on a rendez-vous dimanche pour constater si le succès sera bien au rendez-vous pour Jean-Luc Mélenchon. Et bien sûr, on va en parler vendredi prochain lors de notre prochaine émission parce que c'est déjà la fin des Indiscrets. Merci beaucoup Nils pour tous ces petits secrets que tu nous as donnés aujourd'hui. Et puis je le rappelle, c'était un plaisir de te retrouver et de toutes et tous vous retrouver. À vendredi Nils. Avec grand plaisir, on se revoit la semaine prochaine et c'est effectivement un vrai plaisir de te retrouver. Et avant de se quitter, un petit rappel, ici pas de milliardaires cachés derrière le rideau. Cette émission et toutes celles du média existent uniquement grâce à vos dons. Alors merci, mais on a encore besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Si vous aussi vous voulez faire partie de l'aventure, rendez-vous dès maintenant sur cap-sur-dica.lemediatv.fr. On ne peut pas et on ne veut pas disparaître maintenant. Encore merci à vous.